Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 231 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la révolution de NBA que vous avez manqué. Bon. On va aller vite aujourd'hui sur l'intro. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien, j'espère que vous avez apprécié peut-être l'hebdo, la dernière hebdo de la saison régulière. Pas encore décidé sur ce qu'on va faire après, mais bref. Allons droit au but, aujourd'hui, podcast solo, je n'ai personne avec moi, c'est un thème que je voulais développer depuis pas mal de temps. Je vous laisse donc la surprise et comme d'habitude, tout de même, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, des petites étoiles sur iTunes ou Spotify, des likes sur YouTube ou un abonnement sur vos plateformes de podcast préférées. Et évidemment, merci à tous ceux qui le font, merci du fond du cœur. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, on va parler de la révolution NBA que vous avez manqué. Bienvenue dans le Basket Lab. La révolution que vous avez manqué. Bon, et je vous rassure, jusqu'à il y a quelques semaines, moi aussi. Donc voilà. Non, alors, c'est pas totalement vrai parce que ça traîne un peu, ça me trotte dans la tête depuis quelques temps, déjà, mine de rien. Mais c'est vrai que je me suis un peu en plus plongé dans les chiffres et j'ai un peu fait ressortir certains aspects. Et vous allez voir que, en effet, on peut, pas de suspense, on y va directement. Rentrons dans le vif du sujet, je parle de révolution offensive. On est actuellement en train de vivre une deuxième révolution offensive après la première qu'on a connue, la bien connue évolution du jeu dans les années 2010 et révolution du 3 points, tout ceci. Et là, en fait, on est dans une deuxième révolution, ou plutôt même, on pourrait dire une deuxième vague. C'est plutôt ça, en fait. Parce que les raisons sont les mêmes, le thème, c'est le même, c'est l'explosion offensive en NBA, mais c'est vrai que on n'est pas dans la première vague. On est dans la deuxième qui, non seulement, donc c'est la même chose, c'est spacing, 3 points, et surtout la hausse du niveau offensif et de la production offensive. Donc ce sont les mêmes raisons et on parle de la même chose. C'est simplement que nous sommes sur une vague, une deuxième vague, d'autant plus grande, d'autant plus incroyable, qui croît à une vitesse exponentielle, vous allez voir. Et c'est là-dessus où je pense que vous, je ne sais pas, moi en tout cas c'était le cas jusqu'à il y a quelques semaines, je ne m'étais pas rendu compte que c'était à ce point. Vraiment. On a eu cette première vague de la révolution à 3 points et de l'attaque qui prend de plus en plus de place. Ok, en fait là on a une deuxième vague terrifiante, vraiment terrifiante. Et donc de quoi on parle exactement? On parle de contexte de jeu, on parle d'évolution des standards NBA, on parle d'offensive rating. Alors, qu'est-ce que l'offensive rating? Très simplement, le nombre de points inscrits par 100 possessions. Voilà. Plutôt que prendre par match, on prend par 100 possessions parce que il y a des questions de rythme de jeu qui sont pas les mêmes, de nombre de possessions qui sont pas toujours les mêmes, donc on met tout à plat, on prend par 100 possessions. Vous le savez, et donc notamment on parle de la moyenne NBA à l'offensive rating. On ne parle pas de une équipe par-ci, par-là, on parle de la moyenne NBA. Et donc, que se passe-t-il? De quoi on parle? L'offensive rating moyen en NBA est actuellement en train d'exploser une deuxième fois. Et même exploser une première fois, puisque la première fois, c'était plus une hausse qu'une explosion. Donc, concrètement, nous sommes saison 2024 et c'est d'autant plus marrant que c'est vrai qu'on a eu un mois de mars où en sortie du All-Star Game, on a eu des standards qui avaient un peu commencé à baisser, on a surtout le nombre de fautes qui avait baissé, etc., etc. Vous avez peut-être entendu parler de ça. On a eu des consignes arbitrales, sans doute, pendant l'All-Star Game et pendant la All-Star Week, qui ont fait que l'arbitrage n'a pas été pareil, donc ça s'est ressenti au niveau de l'offensive rating et de la moyenne offensive en NBA. Mais c'est vrai que paradoxalement, on a eu ça, alors que on a cette image beaucoup plus globale d'une NBA qui actuellement est à 116 points par 100 possessions. 116,1
points par 100 possessions cette année en NBA. Ça, c'est la moyenne. 116. Ok. Et le chiffre est d'autant plus intéressant, vous allez voir que en 2020, saison 2020, donc la saison qui a été interrompue par le Covid et puis qui s'est finie par la bulle, en 2020, donc 2019-2020 et saison 2020, on était à 110,8. 110,8 points par 100 possessions inscrits en moyenne en NBA. 110,8. Nous sommes actuellement à 116,1. Autrement dit, nous avons un écart entre 2020 et 2022 qui est de plus 5,3 points par 100 possessions. Une hausse entre 2020 et 2024, on a pris plus 5,3 points par 100 possessions. Autant vous dire que c'est absolument énorme, et vous allez voir en quoi c'est énorme. On se remet en 2020, du coup, et on retranche une nouvelle fois 5,3 points par 100 possessions à l'offensive rating. Donc, de 2024 à 2020, on a un différentiel de 5,3, ok. Que se passe-t-il quand à 2020, on retranche une nouvelle fois 5,20 ? Eh bien, figurez-vous qu'il faut remonter et on tombe au score qui était celui de l'année 2004. Par rapport au score de 2020, donc 110,8 points par 100 possessions, si on retire une nouvelle fois 5,2, donc le même écart qu'entre 2020 et 2024, cette fois si on le retire à partir de 2020, on tombe en 2004. Autrement dit, on est en train de vivre une deuxième vague absolument incroyable. C'est-à-dire qu'on a eu la même hausse de l'offensive rating et du contexte offensif en NBA. On a eu la même hausse pendant 16 ans, et y compris donc en englobant les années 2010 et la révolution qu'on a vécue pendant les années 2010, même en englobant ces années-là, on a eu le même écart, la même hausse de production offensive entre 2004 et 2020 que entre 2020 et actuellement. On a eu la même hausse en 16 ans qu'on a pu l'avoir en à peine 4 ans actuellement. Autant vous dire que c'est absolument monstrueux. C'est monstrueux. Parce que ça fait des années, vous le savez, que donc le 3 points a commencé à arriver. On va pas refaire tout l'historique, mais la ligne à 3 points inventée en 1980, ça prend petit à petit, mais très très peu. Et il y a la période milieu des années 90 où ça shoot tellement pas qu'on recule la ligne avant de la on re-avance la ligne, pardon. Donc le 3 points était plus proche avant de la reculer une nouvelle fois. Année 2000, ça prend pas, ça commence à prendre fin année 2000. Nous avons quelques spécimens par-ci par-là. Don Nelson, évidemment, les Rockets de Daryl Morey, petit à petit, mais pas non plus spectaculairement. Le Magic de Dwight Howard et de Rashard Lewis, de Stan Van Gundy, à l'époque, qui était un peu un des pionniers là-dedans aussi. Puis on avance un peu début année 2010, les Rockets de James Harden et Daryl Morey, toujours, qui mettent un peu plus le pied là-dessus, l'accent là-dessus, pardon. Les Knicks de 2013 aussi, vous savez, les Jason Kidd, Rashid Wallace, cette année-là où il y avait tous les vétérans, la Carmelo Anthony, la fabuleuse année. Et à partir de là, bim, les Warriors, les Rockets, les Blazers, etc. Tout le monde prend, et voilà. Mais donc, ça fait des années qu'on dit que le contexte et les standards offensifs NBA augmentent beaucoup. Vraiment beaucoup. Ça fait des années qu'on le dit. Mais j'insiste, je vais le redire, on a eu la même hausse d'attaque en 4 ans, sur ces 4 dernières saisons, que sur les 16 années d'avant, 16 ans, où d'ailleurs on a inclus cette fameuse révolution du 3 points. L'intégralité des années 2010 sont inclus dans ces 16 ans, et donc sur une période de 16 ans, on a eu le même écart, la même hausse offensive que depuis à peine 4 ans. Autant dire que je trouve qu'on ne se rend pas compte, puisqu'on est encore à une échelle très réduite et très proche, on est en train de le vivre, et c'est sur une échelle de temps très proche, en fait on ne se rend pas compte et on ne réalise pas, je trouve, à quel point on est en plein
dans une évolution incroyable et qui a un rythme bien plus grand que ce qu'on a jamais connu. Même la décennie précédente des 2010, on n'a pas connu une telle hausse. C'était pas avec un tel rythme l'évolution offensive des standards. Alors que là, on est sur en à peine 4 ans, on augmente autant qu'on l'a fait en 16 ans, ce qui est quand même assez incroyable. Alors, juste pour dire aussi, il y a peut-être une mini-exception techniquement qui est 2012, où l'offensive rating était plus bas que d'habitude, mais c'est vraiment une anomalie, 2012. Pour ça que je l'ai un peu ignoré. C'est une anomalie parce qu'avant et après, on suit la courbe en fait. 2012 est un peu une anomalie. Et souvenez-vous aussi, c'est l'année du lockout, 2012. La saison du lockout, où il n'y a pas eu de préparation, la saison était plus courte, mais surtout il n'y a pas eu de préparation du tout. Et je pense que ça a aussi un peu impliqué à quel point les équipes étaient bonnes en attaque, etc. Bref, 2012, c'est vraiment une anomalie. Mais voilà, parenthèse refermée. Globalement, si on suit toute l'évolution, un peu l'état de l'évolution, 2004-2020, même écart qu'entre 2020 et 2024. Donc, voilà, autant vous dire que sans doute qu'on ne réalise pas à quel point on est en train de vivre un truc et on ne réalise pas la vitesse avec laquelle ce truc est en train de se faire. Et pourquoi est-ce que je fais ce podcast aujourd'hui ? Déjà parce que je m'en suis rendu compte et surtout, je pense qu'on ne peut commencer à s'en rendre compte que maintenant. Je pense. On ne peut commencer à s'en rendre compte que maintenant parce que avant, vous allez voir, je vais vous expliquer, mais avant, on était encore un peu trop dans le truc, donc on ne savait pas si c'était vrai ou pas. Enfin bref, vous allez voir, mais en 2024, on commence un peu à se dire « Ah oui, d'accord, donc là, c'est vraiment un truc. » Et pourquoi je parle de ça ? Que se passe-t-il en 2020 ? Bon, 2020, vous le savez, le Covid, je vais pas revenir là-dessus, évidemment. Ok, on a eu l'arrêt de la saison, certes. 2021. Que s'est-il passé en 2021 ? 2021, les salles étaient vides. Parce que saison 2020, la saison a été interrompue et ensuite elle s'est terminée par la bulle. Mais quelle a été la conséquence aussi du Covid ? C'est qu'on a vécu une saison 2021, donc 2020/2021 si vous voulez, mais saison 2021, avec quasiment personne dans les salles pour l'intégralité de la saison. Souvenez-vous. Et donc, quelle avait été la conséquence de ça ? On en avait parlé dans le tout premier épisode du Basket Lab à l'époque. Mais la conséquence, c'est qu'en 2021, tout le monde a très bien shooté à 3 points. Mais tout le monde. Vraiment tout le monde. Et donc, ce qui avait expliqué une première hausse de l'offensive rating entre 2020, comme d'habitude, et 2021, où ça avait bondi d'un coup. Et l'explication, c'est que beaucoup de monde avait shooté très bien à 3 points parce que les salles étaient vides. Et donc, on n'était pas du tout dans les mêmes conditions que d'habitude. Pour caricaturer grossièrement et assez largement, on se rapprochait plus sur des conditions d'entraînement que sur un vrai match. Je caricature beaucoup, mais voyez un peu ce côté. C'est quand même un peu plus facile de tirer dans des salles vides que dans une salle bondée avec un public, de la pression, etc., etc. Ça restait des matchs, ça restait des conditions de match, on est d'accord. Mais de toute évidence, c'est plus facile et c'était plus facile de shooter dans des salles vides que dans des salles combles. Le contexte, finalement, influence beaucoup à quel point le shooter va pouvoir réussir son tir ou pas, ou le réussir souvent ou pas, d'ailleurs. Et donc, c'est vrai que la conséquence principale de ces salles vides, c'est que tout le monde avait mieux shooté à 3 points, globalement. Et vraiment. Et on a eu des anomalies assez incroyables, dans le sens où pas mal de joueurs étaient en surchauffe, et en surchauffe totale et non négligeable, en fait, saison 2021. On a eu des gens comme Julius Randle, par exemple, 41% à 3 points, Julius Randle, alors que ces saisons d'après, on est sur 30% à 3 points, 34 et 31. Et pour vous dire, alors pardon, ça aussi je l'avais dit dans le premier épisode du Basket Lab, mais l'échelle de réussite à 3 points, en gros, c'est la moyenne autour de 35-36, ok. 40, ça commence à être l'élite. Évidemment, avant 35, c'est pas bon. Entre 35 et 40, c'est pas mal. Et à partir de 40, c'est l'élite. Ok. Donc Randle, qui n'avait jamais été un très bon shooter, qui même à l'époque de la fac à Kentucky n'avait aucun jump shot, 2021, il shoot à 41% à 3 points, alors que les 3 saisons depuis, 22, 23, 24, on est sur du 30%, 34, 31. Donc, on est très très loin du 41% de 2021. RJ Barrett, aussi, 40% à 3 points RJ Barrett en 2021.
Les 3 saisons suivantes, 34, 31, 36. Beaucoup plus bas. Nikola Vucevic. Lui qui a l'étiquette du poste 5 qui s'écarte, et en effet il s'écarte, mais il n'aimait pas tant que ça, ses 3 points en carrière, sauf en 2021. Vucevic 2021, 40%. Donc, shooter d'élite. En tout cas, une marque qui d'habitude le qualifie de shooter d'élite. Qu'a-t-il fait Vucevic après 2021 ? 31%, 34%, 28%. Donc des scores beaucoup plus mauvais et beaucoup plus en raccord d'ailleurs avec le reste de sa carrière, puisque avant, j'ai dit les chiffres d'après, 31, 34, 28, avant 2021, Vucevic, c'est 34%, 36%, 31%, 30%, voilà. Donc 2021 apparaît comme l'anomalie. On continue. Jaylen Brown, 40% Jaylen Brown en 2021. Les 3 saisons après, c'est 35, 33, 36. Donc plutôt autour de la moyenne, voire même un peu en dessous. Jay Crowder, 39% Jay Crowder en 2021. Après, il a fait 34 et 35%. Et avant, il a fait du 34 et 32%. Il n'y en a que 2 après, 2 saisons après, parce que en 2023, il a quasiment pas joué, mais voilà. Reggie Jackson aussi était un des porte-drapeaux de cette surchauffe à 3 points à l'époque. 43% d'efficacité à 3 points pour Reggie Jackson. Ça fait du bien de shooter quand il n'y a pas de monde dans les salles. Alors que depuis, Reggie Jackson, c'est 32%. Donc il est passé de ultra élite 43 à 32, 33 et 36. Ok. Jeff Green. Jeff Green aussi. Jeff Green, c'est un des porte-drapeaux de ce micro-événement de 2021. 41% Jeff Green en 2021. Après, c'est 31%, c'est retombé à 31, donc de 41 à 31, 28 et 32. Et avant, c'était 33, 32, 31, etc. Jeff Green n'a jamais été un shooter d'élite, tout comme Reggie Jackson, tout comme les autres, mais cette année-là, il a bien shooté à 3 points, comme Vucevic, comme Randle, comme Barrett, etc. Je ne vais pas vous embêter à prendre plus de cas, plus d'exemples, mais il y en aurait plein. Et même au-delà de ce côté des shooters moyens, voire moyens mauvais, font des saisons d'élite, même en fait au cœur du groupe des shooters d'élite, on a eu des anomalies. Même les meilleurs shooters de NBA ont mieux shooté que d'habitude. Notamment Joe Ingles, cette saison-là, Joe Ingles, 45% à 3 points, Joe Ingles. Et même, il a baissé sur la fin de saison, mais je me souviens que courant mars ou courant avril, au bout de quoi, 2-3 mois de compétition, on était sur un true shooting qui était absolument fantastique parce qu'il rentrait tout à 3 points. Et même, il était plus efficace que les meilleures saisons que des Andre Jordan ou des mecs comme ça qui mettent que des dunks, quoi. Donc voilà, Joe Ingles, 45%, Seth Curry, 45%, Luke Kennard, 45%, Michael Porter Jr., 45%, Bogdanovic, 44%, Anthony Simons, 43%, Kevin Durant, 45%, et Joe Harris, 47% à 3 points. Donc, d'une part, on a eu pas mal de shooters moyens qui ont fait une saison d'élite, mais même au sein des shooters déjà d'élite, on a eu des scores qui sont des anomalies. Et d'habitude, pour vous dire, on peut avoir des shooters qui dépassent les 40, voire même les 42, mais c'est des exceptions en fait. On n'a jamais dans l'histoire de la NBA autant de shooters d'élite au niveau des 45 ou 47 même. Ça n'arrive jamais. D'ailleurs, pour vous dire, la saison d'après, en 2022, on a eu un shooter à 45, un shooter à 43, donc seulement deux anomalies, et le reste c'était en dessous des 42 ou des 40, quoi. Donc dès la saison suivante, on n'a eu que 2 exceptions, quoi. Là, on en a eu une pelletée de shooters d'élite qui étaient à des scores qui sont absurdes, en fait. Absurdes. Donc vraiment, c'est un phénomène global de il y a moins de monde dans les salles et donc on shoot mieux. Un phénomène qu'on a pu constater à plein d'autres occasions. Bon, je ne veux pas détailler, mais voilà, on sait que c'est un facteur, en tout cas. Et donc, voilà, on a eu 2021, on a eu des salles vides qui font que, en effet, tout le monde a mieux shooté. D'ailleurs, notez qu'on n'est pas sur un facteur de la saison est courte, les échantillons sont plus courts. Souvenez-vous aussi que la saison 2012, justement, c'est la saison du lockout. Et donc la saison est raccourcie. Et pourtant, en 2012, on n'a pas eu du tout le monde qui a bien shooté à 3 points. Quelle est la différence entre la saison courte de 2021 et la saison courte de 2012 ? La différence, c'est qu'il y en a un où les salles étaient vides et l'autre où les salles étaient normales. Donc vraiment, on a vraiment eu ce truc où en 2021, absolument tout le monde a mieux shooté. Je vous ai parlé de quelques joueurs, quelques cas individuels.
des shooters moyens qui deviennent élites, des shooters d'élite qui font des scores historiques, on peut dire. Au niveau de la réussite moyenne de NBA, d'ailleurs, je peux vous dire ce chiffre aussi. Je vais vous dire les chiffres depuis 2010, les chiffres moyens chaque année. Donc, l'efficacité moyenne de NBA à 3 points. Saison 2010, 35,5. Ensuite, 35,8. 2012, l'exception, 34,9. Mais comme dit, déjà, un peu une exception, 2012. Mais bref, reprenons. Donc, on a dit 35,5, 35,8, 35,9, 36, 35,0, 35,4, 36,2, 35,5, 35,5, 35,8, etc., etc. Il y a une anomalie, 2021, et puis ensuite, ça revient à 35,4, 36,1 en 2023. Voilà, donc en gros, ça oscille toujours entre, on va dire, 35 et 36, la réussite à 3 points. Au cours de cette révolution du 3 points, en fait, la révolution, c'est d'en prendre plus, mais l'efficacité, elle a toujours été globalement la même. Et donc, on a une exception qui n'est pas entre 35 et 36. C'est en 2021. On était à 36,7% d'efficacité à 3 points cette saison-là. 36,7. C'est vraiment une anomalie. Vraiment. Parce que avant, c'est pas le cas. Pendant plus de 10 ans avant, on shoot moins bien, et après, on shoot moins bien, en effet. Donc voilà, si vous n'êtes pas convaincu par juste l'argument en soi, on a aussi des chiffres qui montrent qu'en effet, on a ce lien très fort, lien de corrélation, voire de causalité. Moi, je pense de causalité entre les salles vides et le fait que des joueurs shootent mieux à 3 points. Et puis même, pour vous dire, là, je vous ai pris un exemple avec des individus, je vous ai pris un exemple avec la moyenne NBA globale. Une autre stat qui est parlante et qui démontre encore un peu plus cet aspect-là, c'est le pourcentage par équipe. Le pourcentage de telle ou telle équipe à 3 points. Et donc, si on prend les meilleurs pourcentages depuis 15 ans, depuis la saison 2010, les meilleurs pourcentages depuis 15 ans par équipe, dans les 17 meilleurs, il y en a 5 de 2021. Donc quasiment un tiers des toutes meilleures sont de 2021. 5 équipes issues de la saison 2021 se retrouvent tout en haut du classement des meilleurs pourcentages par équipe depuis 15 ans. 5 de 2021, alors que les autres saisons, non. Les autres saisons, on a une équipe de la saison 2010 qui est présente dans ce classement des meilleurs pourcentages à 3 points collectifs d'équipe en tant qu'équipe. On en a une de 2012, 2 de 2011, 2 de 2013, et ensuite une de 2014, une de 2016, une de 2015, une de 2017, 18, 19, voilà. À chaque fois, on a une ou deux. Mais donc là, pour 2021, on en a carrément 5. 5 équipes parmi les toutes meilleures qui sont issues de la même saison. Donc voilà, on a eu exemple par ceci, par le pourcentage de certaines équipes, exemple par la moyenne globale qui est largement au-dessus de ce qui se fait habituellement, et puis exemple par certains cas particuliers. Bref, on va pas développer sur la surchauffe de 2021, qui est donc, à mon avis, qui est la conséquence même des salles vides. Mais donc, quelle est la conséquence de ça, de mieux shooter à 3 points? C'est que du coup, l'offensive rating, il a bondi. On est passé de 110 d'offensive rating, 110,8 à 112,8. De 2020 à 2021, grâce au fait que tout le monde mette ses 3 points en 2021, l'offensive rating a pris d'un coup 2 points. Plus 2 points. Mais le truc, c'est que on en avait un peu conscience à l'époque. Et d'ailleurs, le podcast du Basket Lab a commencé en 2021, on en parlait déjà à l'époque. Et j'étais pas le seul, mais on le savait, quoi. On avait tous conscience que 2021, c'était une année particulière du shoot à cause des salles vides, etc., etc. Donc voilà, le fait que l'offensive rating prenne 2 points, ça paraissait un peu cohérent, vu le fait que, oui, tout le monde shoot bien à 3 points, ça paraît logique. On s'affole pas. Et surtout, donc, on se dit, les années suivantes avec un contexte de jeu où la réussite à 3 points va redevenir normale, finalement, l'offensive rating va peut-être redescendre. Même sans doute. Or, que s'est-il passé, évidemment, en 2022 ? Le public est revenu dans les salles, bien sûr, mais l'offensive rating n'a pas baissé au point où il était avant. L'offensive rating n'est pas descendu au niveau de 2020, alors que on avait de nouveau, comme en 2020, des gens dans la salle.
Et pour vous dire, hein, donc le pourcentage moyen de NBA à 3 points, de 36,7, donc anomalie en 2021, il est de nouveau baissé à 35,4. 35,4, ce qui est un chiffre tout à fait banal dans la moyenne, hein, comme on a dit, entre 35 et 36, ça oscille selon les années. Voilà. Donc en 2022, on a eu une réussite à 3 points qui était totalement normale. Et pourtant, l'offensive rating s'est maintenu à un haut niveau. C'est-à-dire que 2021, on était à 112,8. 2022, on est passé à 112,3. Donc, ça a un peu baissé, vous me direz, de 112,8 à 112,3. Certes, mais en fait, le 112,3, il faut le comparer, non pas à 2021, surtout à 2020. Il faut comparer 2022, où on a eu une réussite à 3 points qui était normale, avec l'année précédente où on avait eu une réussite à 3 points normale, c'était 2020. Et donc, 2020, l'offensive rating moyen de NBA, c'était 110,8. 2022, 112,3. Donc, 2022, la surchauffe à 3 points est partie, et pourtant, l'offensive rating est resté très haut. Et puis ensuite, il a continué à augmenter en 2023, en 2024, au point que, entre 2020 et 2024, on a dit, on est passé de 110 et quelques, 110,8 à aujourd'hui 116,1. Donc là, on voit que non, il se passe un truc. Et c'est pour ça que je dis que on commence à peine à s'en rendre compte aujourd'hui, parce que, comme dit, le fait que 2021, on avait une surchauffe, on le savait tous, on en avait parlé. Alors pas tous, mais on était beaucoup à en avoir parlé. Ça se savait, c'était évident. Le lien avec les salles vides était évident. Blablabla, etc., etc. Vous connaissez l'histoire. Donc ça, on le savait. Mais sauf que, même en 2022, on n'avait pas encore le recul par rapport au stade de 2022 et par rapport à cette surchauffe à 3 points. 2022, finalement, ça représentait qu'une saison. 2023, ça représentait 2 saisons. Là, on commence à voir que, ah ouais, ok. Là, on est peut-être vraiment sur une vraie tendance. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais peut-être je suis pas très clair, mais, mais je veux dire que on commence à peine à avoir assez d'années pour, en effet, se rendre compte qu'il y a un truc. Alors que, en 2022 ou 2023, on était quand même assez proche, qu'on n'ait peut-être pas assez de matos sous la main. Là, on est en 2024. Ça fait longtemps qu'on a passé la surchauffe des salles vides. Ok. Et on peut commencer à se dire, là, il y a un truc. Là, il y a vraiment un truc. Parce qu'en effet, c'est pas juste la surchauffe des salles vides. En 2021, ça a été la surchauffe des salles vides. Et pourtant, ensuite, elle est partie. Et ça fait tout de même 3 saisons que même sans ça, même sans les 3 points qui rentrent beaucoup, avec même une efficacité de d'habitude, et bien pourtant, l'offensive rating continue d'augmenter et de manière incroyablement grande. Et on n'est plus du tout sur le même rythme de production, d'augmentation, que dans les années 2010. On est même sur un rythme d'augmentation qui est bien plus grand. Donc là, il se passe un truc. En effet, il se passe un truc. Entre 2004 et 2020, on a eu la même augmentation en 16 ans que là depuis 4 ans. Et donc, si ce n'est l'efficacité à 3 points, que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Comment expliquer ? C'est ça aussi qui est intéressant. Je peux vous citer juste l'écart de l'offensive rating, mais ce qui est intéressant, c'est de chercher et voir comment est-ce qu'on peut l'expliquer. Que se passe-t-il concrètement ? Donc, première hypothèse, si ce n'est l'efficacité à 3 points qui bouge, c'est peut-être le volume. Puisque comme dit, ça fait X années que l'efficacité à 3 points, à part 2021, mais à part ça, tous les ans, on est à peu près dans les mêmes eaux. En 2010, où on shootait peu de 3 points, comme en 2024, où on en shoot beaucoup, on est toujours entre 35, 35,5, 36. Voilà, on est toujours là-dedans. Mais donc, si ce n'est ça,
si ce n'est l'efficacité à 3 points, la différence entre 2020 et 2024, c'est peut-être le nombre de tirs à 3 points qui explique la hausse aussi brutale de l'offensive rating. Parce que les 3 points sont des tirs plus rentables, donc peut-être qu'on n'en met pas plus en termes de pourcentage, mais si on en tente plus, ça paraît logique que l'offensive rating augmente de manière conséquente. Et en fait, quand on cherche, eh bien non. Premier suspect, on peut l'innocenter. Ce premier suspect, ce n'est pas une question de prendre plus de 3 points en 2024 qu'en 2020. Voilà, je sais que pas mal de gens répètent on prend de plus en plus de 3 points. Non, en fait non. D'ailleurs, on peut regarder concrètement. 2020, on était à 34 3 points par match, 34,1. 2021, on était à 34,6 par match. 2022, 35,2. Donc on est sur vraiment des hausses qui sont ridicules. Puis 2023, 34,2 par match. Et 2024, actuellement, on est à 35,1 3 points tentés par match. Donc, on part en 2020, 34,1. On arrive en 2024, 35,1. Bon, il y en a un d'écart, ok, mais vous voyez que 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, ça bouge un peu, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Et pourtant, l'offensive rating, lui, continue d'augmenter au fil des ans. Donc c'est pas trop ça le facteur. Hein. Et même globalement, passer de 34 à 35 par match, c'est pas ça qui change fondamentalement la face de la NBA. C'est pas ça. L'explosion incroyable en 4 ans n'est pas due à un nombre de 3 points plus grand. Il n'est pas dû à ça. Il n'est pas dû non plus à une efficacité à 3 points qui serait plus grande. Non, hein, ça on a vu que l'efficacité était la même depuis toujours en fait. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'explosion du nombre de 3 points, elle a eu lieu, mais elle a eu lieu plus tôt. Elle a eu lieu dans cette fameuse décennie des années 2010, en vérité. L'explosion du nombre de 3 points et le fait de prendre plus de tirs rentables à travers les 3 points, oui, ça a eu lieu et c'est ça qui a expliqué pendant longtemps la hausse de l'offensive rating, mais ça, c'était dans la décennie précédente. En effet, hein, si on prend la décennie d'avant, 2013, on prend 23 points par match en 2013, puis 21,5, 22,4, 24,1, 27 en 2017, 27 en 2017 alors qu'on était à 20 en 2013, hein, et puis on continue, 29 l'année d'après, 2018, 32 en 2019 et 34 en 2020. Donc, comme dit, il y a des gens qui actuellement nous disent qu'on prend chaque année de plus en plus de 3 points et que on n'arrive pas à endiguer ce problème. Pour eux, beaucoup parlent de problème. Et le fait que la NBA, on prend de plus en plus de 3 points et que des 3 points, en fait non. On a atteint un plateau. Depuis 2020, on a atteint un plateau, paradoxalement, alors que lui, l'offensive rating, il n'a pas du tout atteint un plateau, c'est le contraire. Jusqu'en 2020, il a augmenté petit à petit. Et puis d'un coup, il s'est mis à beaucoup augmenter. Donc, en 4 ans, l'offensive rating a explosé. Ce n'est pas la faute de l'efficacité à 3 points qui est la même. Ce n'est pas la faute du nombre de 3 points qui a atteint un plateau en 2020, 34, et qui, 4 ans plus tard, est à 35, alors que, comme dit, hein, vous voyez l'évolution dans les années d'avant, c'était, on est passé de 20, 21, 22, 24, 27, 29, 32, 34. Voilà, ça c'est une évolution. Alors que, depuis 4 ans, passer de 34 à 34,6 à 35, 34,2, puis 35,1. Non, ça c'est un plateau. Donc, premier suspect, l'efficacité à 3 points, on l'élimine. C'est pas ça qui a expliqué la hausse de l'offensive rating. Deuxième suspect, le nombre de 3 points, non plus. C'est pas le fait de prendre plus de 3 points des tirs rentables qui explique cette hausse soudaine d'efficacité d'offensive rating. Pardon. Troisième suspect, qu'en est-il des lancers francs? Est-ce que ce serait pas tout simplement le fait que l'arbitrage a évolué, on prend plus de lancers francs qui sont des tirs extrêmement rentables, évidemment, et donc c'est peut-être ça qui fait qu'on a une explosion offensive depuis 4 ans, parce que depuis 4 ans, l'arbitrage est beaucoup plus sympa. Voilà, c'est un peu la conjecture, suspect numéro 3. Qu'en est-il? Eh bien non. Ce n'est pas ça non plus. Ce n'est pas du tout le nombre de lancers francs par match qui a augmenté, ou par 100 possessions.
c'est vrai que vu qu'on parle d'offensive rating, il serait plus malin de parler de prendre les chiffres par 100 possessions, parce que si je prends par match alors qu'on n'a pas la même pace, ça veut rien dire. Mais par match, ça bouge pas, et par 100 possessions non plus, du coup, puisque, hop, je retrouve ma fiche, puisque en 2020, nous étions à 22,9 lancers francs par 100 possessions, 22,9, donc 23. En 2024, on est à 22,4. Donc, je répète, en 2020, il y a 4 ans, on était à 22,9 lancers francs par 100 possessions. En 2024, on est à 22,4. Donc, on est exactement dans les mêmes eaux. Et pour dire, depuis 4 ans, les chiffres oscillent de manière tout aussi négligeable que le nombre de 3 points par match. Là, c'est pareil, lancers francs par 100 possessions, 22,9, 21,9, 22,1, 23,6, 22,4. Voilà, on est dans les mêmes eaux. Là aussi, il y a un plateau. A priori, c'est pas ça qui explique la hausse de l'offensive rating, c'est pas ça qui explique les points, la hausse des points par 100 possessions, ce n'est pas les lancers francs non plus. Ok. Ensuite, quatrième suspect, si ce n'est l'efficacité à 3 points, si ce n'est le nombre de 3 points, si ce n'est les lancers francs, qu'en est-il des tirs au panier ? Vous savez que 3 points, lancers francs et tirs au panier, les lay-up, ce sont les tirs les plus rentables du basket. C'est la révolution des analytics, c'était insister sur ces tirs-là, les tirs rentables. On a fait tous les autres, donc intéressons-nous cette fois au panier. Est-ce que là encore, c'est une question de prendre plus de tirs au panier ? Eh bien non. Eh bien non, toujours pas. Toujours pas, puisque la fréquence de tirs au panier, elle aussi, est assez stable depuis pas mal de temps. Même pour vous dire, on est à 33,8% des tirs en NBA qui sont pris au panier, directement sous le panier. 33,8% cette saison, 2024. En 2020, nous étions à 35,2%. Donc en 2020, 35% des tirs en NBA étaient pris au panier. Alors qu'en 2024, on est à 33,8%, quasiment 34%. Bref. Donc ce n'est pas non plus le fait qu'on prenne plus de tirs au panier qui sont des tirs rentables et qui donc sont des tirs qui rapportent plus de points et donc ferait que l'offensive rating a explosé en 4 ans. Non. Donc ce n'est pas non plus le nombre de tirs au panier, c'était pas non plus le nombre de tirs à 3 points, c'était pas l'efficacité à 3 points qui n'a jamais changé, c'était pas non plus les lancers francs. Il nous en reste un. Vous avez compris que, a priori, ça pourrait être celui-là, parce qu'il faut bien que les points viennent de quelque part, mine de rien. Et en effet, ce n'est pas le nombre de tirs au panier qui a changé, mais c'est bel et bien l'efficacité au panier qui a changé. Et notamment, je peux même faire un focus particulier sur le changement entre 2021 et 2022. Vous savez que 2021, c'est les salles vides, tout le monde shootait bien à 3 points. On avait un très haut offensive rating. En 2022, un an après, les salles étaient pleines et ça shootait beaucoup moins bien à 3 points. Et pourtant, l'offensive rating s'était maintenu. Que s'est-il passé au niveau du panier ? On ne prenait pas plus de tirs, mais par contre, on les rentrait plus. C'est ça qui a permis, en fait, de compenser la perte d'efficacité à 3 points. Elle a été compensée par une hausse d'efficacité au niveau du panier. C'est-à-dire qu'on était à 64,2 au panier en 2021. En 2022, on a pris 1 point, 1%. On est monté à 65,3% d'efficacité au panier. Et même plus que ça, on a continué à monter. 66% en 2023 et 66% également en 2024. Plus de 66%. Et donc, là, la différence, elle est là, en fait. Pour moi, la vraie différence, elle est là. On a vu que la différence ne venait pas des lancers francs, du nombre de 3 points, de l'efficacité à 3 points, du nombre de tirs au panier. Mais par contre, l'efficacité au panier est très différente. Et pour vous dire, en 4 ans, on a pris 3 points, 3% de plus. Entre 2020 et 2024, on a pris plus 3% d'efficacité au panier. Et ça commence à être non négligeable, voire même significatif, à mon avis. Vraiment. Alors, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça, parce qu'on a aussi un autre facteur important
par rapport à 2024, sur l'épiphénomène 2024, c'est que cette année, et comparé à d'habitude, cette année, la réussite moyenne à 3 points est à 37%. Donc on est bien au-delà du range, de l'échelle habituelle entre 35 et 36. Donc en effet, pour 2024, comment est-ce qu'on explique en 2024 aussi que ça continue à augmenter? Il y a sans doute aussi un côté où ça shoot très bien à 3 points cette année aussi. Mais peut-être on en reparlera après, mais donc on a ça pour 2024 en particulier, parce que c'était pas le cas l'an dernier, par exemple, c'était pas le cas non plus en 2022. Mais bref, mais par contre, le schéma principal d'évolution qu'on voit en 4 ans, c'est le fait que on a une efficacité au panier qui augmente de plus en plus chaque année entre 2020 et 2024. Et pour moi, c'est ça le thème principal d'aujourd'hui, et c'est ça le thème principal de cette deuxième vague. C'est le spacing et ce que ça déverrouille en réalité. C'est-à-dire que la première vague qu'on a connue, l'apparition du 3 points, la multiplication des 3 points, la hausse du volume, etc., le spacing est apparu, et même le spacing s'est construit, j'ai envie de dire. Le spacing s'est construit petit à petit, de plus en plus, etc. Là, pour moi, on a passé un step. Et c'est un peu là qu'on va arrêter de parler de stats et de recouper avec ce qu'on voit sur le terrain, notamment tactiquement. C'est qu'en fait, on est vraiment en train d'accélérer le processus du spacing et surtout d'en récolter les fruits. C'est ça surtout. C'est-à-dire que pendant X années, on a eu cette révolution du 3 points où petit à petit on a ajouté de plus en plus de tirs à 3 points. Ok. Là, non seulement depuis 4 ans, on a ça, mais surtout, on a des spacings qui sont de plus en plus élaborés et on récolte les fruits du spacing. Quel est le but du spacing? Et c'est là-dessus aussi que beaucoup de monde pense que le 3 points, c'est de l'idéologie, le 3 points pour le 3 points, alors que ce n'est pas ça. Quel est le but du spacing, du 3 points? C'est justement d'avoir du spacing et du spacing à l'intérieur. C'est vraiment ça la clé, en fait. Et encore une fois, c'est là-dessus où beaucoup de monde, il y a beaucoup ce procès qui est fait que Daryl Morey, les Rockets, les Analytics, c'est le 3 points pour le 3 points. C'était plus un pivot tough au poste bas, t'es plus comme dans les années 2000 avec le pull-up, t'es plus le fadeaway, etc. Le 3 points, t'es soft. J'exagère un peu, mais il y a ce côté où le procès est fait aux Analytics, il y a ce côté le 3 points pour le 3 points, alors que c'est tout l'inverse en fait. Ça n'a jamais été le 3 points pour le 3 points. Le but, ça a toujours été de créer du spacing pour mieux aller à l'intérieur. Et là, actuellement, ce qu'on voit en NBA, et notamment tactiquement, c'est qu'on voit de plus en plus d'équipes avec des 5-out impressionnants et plus fréquents, avec des spacings de plus en plus dangereux et de plus en plus grands, géométriquement sur le terrain, je veux dire, et on en récolte les fruits en termes d'efficacité au panier. C'est vraiment ça, en fait, la révolution et le but de cette révolution du 3 points. Et je peux aussi vous renvoyer vers une interview qu'avait fait Mike D'Antoni avec Ben Taylor à l'époque, sur un podcast il y a quelques temps, et qui expliquait exactement ceci. C'est-à-dire qu'au milieu des années 2000, avec Phoenix, quel était le raisonnement en fait derrière les 3 points? C'est pas le 3 points pour le 3 points, c'est pas de l'idéologie de j'aime ce tir, et ce tir va remplacer le jeu actuel et qu'on aime bien, le pull-up, le post-up, etc. C'est pas le 3 points pour le 3 points en fait. Mike D'Antoni l'explique. Pourquoi est-ce qu'il s'est mis à faire ça? C'est parce que la zone du terrain la plus importante a resté le panier et a toujours été le panier et sera toujours le panier. Sauf que, plutôt que de faire comme tout le monde, et donc d'avoir des tirs au panier en mettant un intérieur de post-up le plus proche du panier possible, lui, il a préféré faire l'inverse, c'est-à-dire comment aller le plus facilement dans cette zone. C'est pas mettre le ballon là-dedans et avec les plus gros joueurs possibles pour inciter dans cette zone. En fait, lui, il a juste voulu libérer la zone pour ensuite
plus facilement y accéder. C'est vraiment ça. Enfin, vraiment, Mike D'Antoni en parle. Allez écouter les interviews à droite à gauche, et Daryl Morey en parle aussi, et tout le monde en parle aussi. Les tirs les plus importants, c'est pas les 3 points. Les 3 points, c'est un moyen indirect d'arriver au but. Les tirs les plus importants, les plus rentables et les meilleurs, ça reste le panier. Que ce soit parce que c'est là qu'on provoque des lancers francs qui sont les tirs les plus rentables du basket de très loin, ou alors des lay-ups, qui là encore sont des tirs extrêmement rentables. Mais c'est vraiment ça l'objectif. C'est ça le spacing. Le 3 points, ça sert à ça. Alors, ça marche pas si tu les mets pas. On est d'accord, il faut des bons shooters, et donc il faut les mettre, ces 3 points. Mais le fait de mettre en place ce spacing et ces 3 points au fur et à mesure des années, le but, c'est simplement de libérer l'espace intérieur. Encore une fois, Mike D'Antoni l'explique, lui, son but pour aller dans cette zone-là, c'était pas d'avoir le plus gros joueur de post-up possible et de se rapprocher le plus possible. Non. Le but, c'était, du coup, vu que c'est cette zone qui nous intéresse, on va la libérer totalement. On va la déserter. Comme ça, quand on va vouloir y aller, ce sera plus ouvert. Ce sera plus facile. Et ce qui paraît logique, quand on fait un drive, il vaut mieux que l'aide vienne depuis le corner ou depuis la ligne à 3 points, plutôt que de faire un drive versus déjà 2 mecs dans la raquette, parce qu'il n'y a pas un bon spacing. Évidemment. Mais c'est vraiment ça le point clé, je trouve, et même dans le jeu, nous, on analyse le jeu saison après saison, bien en détail, on parle tactique, on parle de système, on parle de construction d'équipe, etc. Et pour délaisser un peu les chiffres, c'est ça que moi, en tout cas, j'ai constaté depuis 4-5 ans, on va dire, depuis la bulle, c'est qu'en effet, on a une accélération assez énorme du spacing. Et les conséquences sont directes. Comme dit, ça fait en 4 ans, on a pris 3,3% d'efficacité au panier. C'est assez énorme. Et même, pour vous dire, si on prend des chiffres au début de la révolution à 3 points, prenons il y a 10 ans, en 2014. En 2014, l'efficacité au panier, elle était de 60,8%. 60%. 10 ans plus tard, l'efficacité au panier est passée à plus de 66. De 60 à plus de 66. C'est absolument énorme déjà, et surtout, en fait, il n'y a que ça qu'on peut faire bouger. Parce que pendant longtemps, on a pu jouer un peu sur le fait que tout le monde ne prenait pas des tirs rentables, justement. Tout le monde n'avait pas un profil de tir très rentable, donc le simple fait de prendre plus de tirs rentables que l'adversaire, c'était un avantage compétitif. Donc le fait de prendre des 3 points, plus de 3 points que l'adversaire, que la moyenne NBA, c'était un avantage. Le fait d'aller plus au panier, c'était un avantage, etc., etc. Là, le problème, c'est qu'on a atteint un plateau en termes de à quel point ton profil de tir peut te donner un avantage concurrentiel. On avait fait un podcast avec Antoine, d'ailleurs, fin 2021, là-dessus. Déjà, il y avait des gens qui avaient remarqué que l'avantage concurrentiel était parti, puisque tout le monde s'était mis à prendre les mêmes tirs rentables. Ça ne veut pas dire jouer de la même façon. Attention, il y a un style offensif en NBA qui est encore très varié. Mais par contre, c'est vrai que tout le monde s'était mis à prendre des tirs qui étaient rentables, 3 points, panier ou lancer franc. Et du coup, l'avantage compétitif de simplement prendre ces tirs-là était fini. La fin du cheat code des analytics, épisode 8 ou 9, je crois, si ça vous intéresse, qui est encore d'actualité. Par contre, qu'est-ce qui peut jouer? Qu'est-ce qui peut encore changer? C'est l'efficacité au panier. C'est ça qui peut changer. Et je crois qu'on est exactement là-dessus. C'est le thème de toute cette deuxième vague, c'est que le spacing et l'organisation du terrain, la géométrie du terrain continuent de bouger et surtout continuent de faire que l'accès au panier est plus facile et les pourcentages au panier vont être plus grands et donc l'offensive rating va augmenter parce qu'on va être meilleur et mieux scorer sur les tirs les plus rentables du basket. C'est aussi simple que ça, je trouve. Et c'est exactement ça qu'on voit au niveau des chiffres. C'est exactement ça qu'on voit aussi tactiquement aussi, très simplement. Mais c'est vrai que ça fait 2, 3, 4 ans que je trouve que ça s'accélère énormément le nombre d'équipes qui sont en 5-out complet, ou alors en 5-out de qualité, ou alors en 4-out de très grande qualité. Ça, vraiment, on a une évolution. Encore une fois, si on ne suit pas de près tactiquement, etc., on ne s'en rend pas forcément compte, parce que ça fait des années qu'on parle de poste 4 fuyant, poste 5 fuyant, etc. Mais là, je trouve qu'on a de plus en plus d'équipes qui vraiment prennent le pas de ça. Vraiment.
Donc ça, c'est un premier élément. Tactiquement, on a de plus en plus de construction d'équipe et de five-out qui sont mis en place. Premier élément. On a aussi une évolution des systèmes de jeu, hein, très, très simplement, où, par exemple, moi, je vais prendre un exemple très simple, et on pourra en prendre plein, mais celui-ci est assez significatif. Il y a un système qui s'appelle le Horns Flex. Alors, qu'est-ce que le Horns Flex? Je vais le faire très simple. Horns, c'est une configuration où on a un joueur tout en haut, 2 joueurs en tête de raquette et 2 joueurs dans les corners. Donc, si vous voyez, ça fait un espèce de A, en fait. 2 joueurs dans les corners, très, très large, 2 joueurs en tête de raquette et un joueur tout en haut, au centre. Ça fait un A, ça forme un A. Et le flex, c'est quoi? C'est la flex offense, où il y a un joueur qui pose un écran avant d'en recevoir un lui-même. Grosso modo, je caricature, mais voilà. Ce système, Horns Flex, c'était le système favori de pas mal de monde. Kyle Lowry à Toronto, Denver le jouait beaucoup aussi, etc., etc. Et en fait, même le Horns, de manière plus générale, on voit l'évolution tactique de NBA aujourd'hui où le système Horns, aujourd'hui, devient de plus en plus... Comment dire? Il évolue, lui-même évolue, et en fait, plutôt que d'avoir 2 joueurs en tête de raquette, on a 2 joueurs qui sont quasiment, voire même plus que quasiment, qui sont carrément au niveau de la ligne à 3 points. Donc, tactiquement, c'est la même idée, mais c'est juste que les joueurs sont positionnés beaucoup plus haut et beaucoup plus espacés, alors que, encore une fois, ce fameux système Horns Flex, qui était un classique de NBA, qu'on voyait très souvent 2019 et 2020, je m'en souviens, je faisais déjà des palettes tactiques à l'époque, on le voyait beaucoup, et c'est un système qu'on voit beaucoup moins. Parce que au niveau du Horns, les gens sont placés beaucoup plus loin, et que même cette action en flex, en fait, elle s'opérait au niveau de la raquette. Le côté, il y a un premier cut, puis un deuxième. Finalement, c'est un type d'action qui ne s'opère plus dans cette zone du terrain non plus, parce que on a besoin d'espace, en fait. Et donc, plutôt que d'avoir de la flex offense comme ça, on a plutôt aujourd'hui ce qu'on appelle des exit screens, notamment, donc un écran plutôt pour un shooter dans le corner. Donc, on va punir la défense de cette manière. Et là, je parle d'évolution en à peine 4-5 ans. En 2020, on voyait encore beaucoup ce fameux Horns Flex par plein d'équipes. Aujourd'hui, c'est quand même devenu beaucoup plus rare. Donc, premier élément, le nombre de 5-out de qualité augmente énormément en NBA. Mais vraiment, c'est même devenu une norme en NBA, alors que ce n'était pas le cas il y a à peine 4 ans. Les systèmes tactiques évoluent. Je ne vais pas vous dire 14 exemples, mais j'ai essayé de vous en décrire un au moins. Mais tout ce qui est notamment les systèmes en Horns, ça s'écarte de plus en plus, donc c'est plus vraiment du Horns. Les systèmes, pareil, la high post offense en tête de raquette, c'est plus vraiment le cas. La Princeton offense, voilà. Les systèmes en tête de raquette, de ce qu'on appelle la corner offense de Rick Adelman, par exemple. Donc c'est Kevin Love qui est en tête de raquette à l'époque de Rick Adelman au Timberwolves. C'est Joachim Noah à l'époque de Thibodeau aussi, qui adorait la corner offense, la high post offense en tête de raquette, à l'époque des Bulls. Donc, c'est époque des Rockets aussi, donc avec Louis Scola, Chuck Hayes, etc. Époque Rick Adelman aux Rockets, etc., etc. Ça, on le voit plus trop. On le voit plus trop. Et regardez l'attaque des Kings, qui utilisent de la corner offense, ou même un peu des systèmes de la Princeton offense, qui se base un peu là-dessus, sur des joueurs sur l'elbow. Regardez, Sabonis, il est plus toujours sur l'elbow, techniquement. Il est plus vraiment sur la tête de raquette. Il a tendance à s'écarter à 3 points, à reculer, et à aller faire des dribble and off un peu plus loin, en fait. Donc voilà. Évolution tactique, évolution du nombre de 5-out, et puis aussi, pour finir, évolution et augmentation du nombre de drives, en fait. Le nombre de drives est en train d'exploser en NBA, là encore avec un rythme assez énorme. Un rythme effréné. La tête d'affiche de ça, bien entendu, depuis 4 ans, c'est OKC. De HDA, bien sûr, mais de Mark Daigneault, en fait, de tout le monde. Il y a un peu tout ce système généralisé autour de lancer des joueurs pour le drive. On a déjà longuement parlé sur le basket là, mais voilà, depuis 4 ans, on a OKC qui est apparu un peu là-dedans, totalement dans cette philosophie, mais on le voit même à l'échelle plus globale en NBA. Bien plus globale, même. C'est-à-dire que, si on fait déjà un différentiel par rapport à il y a 10 ans, en 2014, on était à 33 drives par match. 33 drives par match. En 2024, on est à quasiment 49 drives par match. En moyenne. Je parle de moyenne. Parce que
La première équipe de NBA, je crois que c'est le Thunder, justement, ils sont à plus de 60, je crois. Même plus de 60, 65, peut-être, je crois. Mais voilà. Déjà, vous voyez qu'en 10 ans, le nombre de drives a explosé. De 33 à 48, à 49, quasiment 49. Donc déjà, ça, c'est sur une échelle de 10 ans, ok. C'est aussi les conséquences du spacing, hein, comme dit. C'est pas le 3 points pour le 3 points, c'est le 3 points pour libérer l'espace intérieur pour que on puisse faire ces drives. Ok. Mais surtout, on peut comparer donc non pas à une échelle plus aussi large, mais une échelle plus réduite. En 2019, on était encore à 44 drives par match. 44. Et là, on est bientôt à 49, quoi. Donc même sur une échelle de temps très courte, finalement, sur de 4-5 ans, oui, on a cette explosion des drives. D'ailleurs, autre exemple, le meilleur driver, enfin le meilleur, pardon, pas le meilleur, mais le driver le plus productif de NBA, celui qui faisait le plus de drives en 2014, c'était Ty Lawson, qui était à 17 par match. 10 ans plus tard, c'est SGA qui était à 24. Bref, on va s'arrêter là. On va rester sur un podcast assez court. Rien de révolutionnaire aujourd'hui. Enfin, révolutionnaire. On a parlé un peu de la deuxième révolution, justement. Mais en effet, rien de révolutionnaire. On est toujours sur les mêmes thèmes de spacing, le 3 points qui permet ce spacing, le fait de pouvoir aller plus au panier, le fait de pouvoir mieux scorer au panier, etc., etc. J'ai rien présenté aujourd'hui qu'on ne connaisse déjà. J'ai rien présenté dont on n'a pas déjà parlé sur le Basket Lab ou ailleurs, que vous n'avez pas déjà lu ou vu quelque part. Non. Aujourd'hui, je vous ai rien présenté de nouveau. Sur les thèmes un peu généraux, on va dire. C'est la même chose. Mais c'est vrai que par contre, je voulais insister sur cet aspect, non pas de la nature de cette évolution et de cette révolution qui est toujours la même, mais par contre, sur la vitesse de cette évolution. Puisque cette évolution et révolution du jeu, elle a pris une toute autre tournure en termes de vitesse de développement. Comme dit, hein, pour reprendre la première stat du podcast, on a eu la même explosion offensive entre 2020 et 2024, en à peine 4 ans, qu'on avait connue en 16 ans entre 2020 et 2004. Alors que pourtant, on disait, oui, la révolution des années 2010, etc., etc. Et pourtant, cette première vague qui nous avait paru énorme et qu'on a tous parlé pendant des heures et des heures durant la décennie d'avant, ben voilà, une évolution majeure dans le jeu. Et pourtant, cette première vague, en termes de dynamisme, de progression, c'est rien, quoi. C'est rien du tout comparé à ce qu'on a actuellement, en fait. Et c'est aussi pour ça que juste, je voulais faire ce podcast. Rien d'étonnant, rien de révolutionnaire aujourd'hui sur les thèmes présentés, comme dit, mais par contre, c'est vrai que cette vitesse de progression est assez notable. Vraiment notable, je trouve. Et en effet, on est sur une deuxième vague qui a l'air beaucoup plus grande et beaucoup plus rapide que la première. Et paradoxalement, la première vague a été vécue comme extrêmement marquante, et à raison, je pense, mais elle a été vécue comme extrêmement marquante, alors que, sans doute, c'était mon but aujourd'hui, mais sans doute on ne se rend pas compte à quel point, sur une échelle très réduite, la deuxième vague depuis 2020, elle est beaucoup plus grande et progresse beaucoup plus vite. C'est un peu tout le paradoxe, quoi. On a été marqué par les années 2010, alors que finalement, on est moins marqué depuis 4 ans, c'est juste comme d'habitude, alors qu'en fait non. En fait non, c'est pas du tout comme d'habitude. On a une accélération de cette révolution offensive, une méga accélération depuis 4 ans. Et la question maintenant, c'est, et je ne vais pas y répondre, parce qu'on ne sait pas, mais où est-ce qu'on va s'arrêter ? Il y a ça aussi. Une évolution qu'on pourrait voir, ce serait de voir encore plus d'efficacité au panier, peut-être, avec encore plus de spacing et encore plus d'accès au panier, peut-être. Et le deuxième aspect, c'est comme dit, on ne sait pas ce qu'il en sera, peut-être on fera le point d'ici quelques années, mais on remarque que cette année, on est à 37% à 3 points. 37. Donc on a toujours dit, et je l'ai dit aujourd'hui, hein, l'efficacité à 3 points, elle a tendance à ne pas bouger. Depuis 15 ans, même 20 ans, 30 ans, l'efficacité à 3 points bouge extrêmement peu. Même durant la révolution du 3 points, l'efficacité finalement était la même, hein, c'est le volume qui changeait. Ok. Est-ce que, à tout hasard,
Est-ce qu'on est en 2024 sur une anomalie 37% en moyenne, c'est phénoménal, et ça va retomber comme d'habitude? Ou est-ce que eh bien, la prochaine évolution, la deuxième vague, voire la troisième, du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir aussi une hausse, cette fois maintenant, de l'efficacité à 3 points? Ça me paraît pas non plus impossible, étant donné que on est dans une NBA où on a de plus en plus de joueurs qui sont spacing native plutôt, du coup, si on prend le mot anglais. Et en effet, durant la révolution, on a pris de plus en plus de 3 points, mais donc, ce qu'on a vu aussi, c'est que on a eu de plus en plus de monde qui n'était pas habitué à prendre des 3 points, qui se sont mis à les prendre. Mais donc, maintenant que tout le monde, non pas se met à les prendre, mais tout le monde est formé pour les prendre. Est-ce qu'on va pas aussi avoir une espèce de spécialisation de la NBA dans sa globalité, où ça pourrait paraître logique, en tout cas, que oui, maintenant les jeunes qui arrivent, et tous les joueurs NBA, maintenant, c'est pas juste qu'ils découvrent ou qu'ils s'inventent un tir à 3 points en milieu de carrière, comme des Al Horford, comme des joueurs comme ça, comme plein de joueurs dans les années 2010. Non, c'est pas juste qu'ils s'inventent un tir en milieu de carrière, c'est qu'ils sont nés avec, et qu'ils l'ont développé pendant qu'ils ont grandi. Donc, vu qu'on ne parle pas du tout du même pool de joueurs, est-ce que l'avenir, l'efficacité à 3 points ne pourrait pas, elle aussi, augmenter? Est-ce que enfin, on va avoir une variation de la moyenne NBA à 3 points, vu que ça y est, tout le monde s'y est mis, et depuis un moment, et s'y est mis à fond? Peut-être que effectivement, c'est maintenant que ça pourrait changer. Peut-être qu'on aura une troisième vague. On verra. On fera le point d'ici 5 ans peut-être là-dessus. Mais en tout cas, voilà, c'était un peu le propos pour aujourd'hui. C'était de remarquer que, en effet, la révolution, c'est la même depuis X années, depuis 15 ans. Mais par contre, cette deuxième vague depuis 4 ans, elle est assez spectaculaire. Elle se voit dans les chiffres et ça recoupe aussi totalement ce qu'on peut constater visuellement et tactiquement dans les matchs, qui est que plus d'équipes mettent en place de bons spacing et de bons 5-out, plus d'équipes font évoluer leur schéma tactique, non pas pour jouer comme avant, des systèmes comme avant, mais en s'écartant de plus en plus, et de plus en plus d'équipes aussi font plein de drives. Les drives qui obtiennent des tirs rémunérateurs au panier, ou des drive and kick, ou des cuts. Et il n'est pas non plus impossible qu'on soit encore en plein milieu de cette deuxième vague, et que les chiffres d'offensive rating continuent encore et encore à augmenter. Mais pour ça, on se donne rendez-vous dans 5 ans, parce que là, je peux pas vous le dire. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voilà pour ce podcast, petit podcast d'ailleurs. C'était aussi le but, on va pas se mentir, puisque on a fait une grosse hebdo lundi, et on va faire un très très gros épisode d'ici quelques jours. Donc voilà, je voulais un peu changer et pas enchaîner 2 gros épisodes. Et en plus voilà, c'est un thème que je voulais traiter depuis quelques semaines déjà. J'avais un peu l'idée en place, j'avais un peu tout. Voilà, je m'y suis mis, j'ai fait ma fiche, et puis j'ai pu faire ce podcast. Donc je suis assez content. Rien de, comme dit, rien de révolutionnaire aujourd'hui, si ce n'est constater cette progression assez impressionnante. Et je pense que beaucoup de monde était un peu passé à côté de à quel point on a un rythme d'évolution grand. D'ailleurs, moi-même, j'étais un peu passé à côté concrètement. Donc voilà, maintenant qu'on a un peu le recul par rapport à 2021, bref, je suis en train de refaire le podcast, donc on va arrêter là. Merci à tous, évidemment, pour ceux qui mettent des petites étoiles et qui font des RT et qui mettent des likes sur YouTube, qui vont aussi sur la chaîne secondaire. Je sais que ça marche pas mal en ce moment, donc merci à tous. Ça fait vraiment très plaisir. Ça fait très plaisir, et en plus, vous le savez, on va attaquer les playoffs, puis la saison du Basket Lab, puisque moi, ma saison, c'est l'intersaison. Mais bref, et donc la prochaine fois, je vous l'avais promis pour aujourd'hui, mais j'ai voulu changer avec un épisode plus court, mais la prochaine fois, donc, on va parler des supporting cast. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci pour votre soutien à toutes et à tous, bien entendu, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.